Bienvenue à ce séminaire du Lynx. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gizmo, un petit logiciel sur lequel j'ai travaillé récemment. Alors, avant de commencer, tout d'abord, il y a quand même quelques remerciements que j'aimerais faire. Tout d'abord, à l'environnement vraiment du Lynx en général, et en particulier avec tous les petits gars de l'équipe Scikit Network. Parce que en particulier, voilà, toutes les idées qui fusaient dans tous les sens quand il y avait les brainstorms Scikit Network, honnêtement, je me suis alimenté dessus pour arriver à créer Gizmo et voilà, je suis très reconnaissant du partage qu'ils aient eu de leurs idées, de leur manière de faire les choses. Voilà. Alors, juste pour faire un petit spoil, Scikit Network est plutôt orienté sur une analyse vraiment de graphes, alors que Gizmo est plus orienté sur l'analyse de texte. Donc voilà, on ne travaille pas sur les mêmes plates-bandes. Il y a vraiment beaucoup d'idées qui ont été adaptées de techniques utilisées dans Scikit Network. Et de la même manière, enfin, un énorme remerciement à tous les gens côté Nokia de l'équipe maths, parce que voilà, j'ai eu plein de conseils de Marco sur les techniques de programmation, de François sur les manières pareil, de coder, comment mettre quelque chose sur GitHub. Et sans leur intervention, je pense que voilà, Gizmo ne serait pas du tout comme il est aujourd'hui. Donc, le point de départ de cet exposé, c'est une observation. Aujourd'hui, il y a vraiment une tonne d'outils facilement accessibles, facilement utilisables, qui permet de faire de l'analyse de données, en particulier quand ces données viennent du langage, du NLP, Natural Language. Et par exemple, voilà, il y a des outils comme Word2Vec ou FastText qui permettent vraiment d'avoir une analyse assez fine du contenu d'un texte. Et il y a un module comme Pacey qui permet de les utiliser très très facilement. Pour ce qui est de classer les documents, bon, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant. Oui, ça fait plus de 20 ans que Google, avec son algorithme PageRank, a vraiment des techniques de classification qui sont très sympas. Et quand on parle d'analyse aussi, c'est aussi sympathique de pouvoir regrouper des documents ou des concepts entre eux. Et donc, à ce niveau-là, il y a plein d'algorithmes de clustering qui existent. Un des plus connus, par exemple, c'est celui de Louvain. Et il y a plein d'outils comme Scikit Network qui permettent de s'en servir assez facilement. Donc, globalement, le paysage est vraiment sympathique. Et on peut se poser la question, enfin, est-ce qu'il y a vraiment besoin de rajouter un autre outil? Et en fait, je vais essayer de vous convaincre que oui, que Gizmo a sa place dans cet écosystème. Et pour parler de Gizmo, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que Gizmo n'est pas. Gizmo n'est pas un excellent embedding. Il y a des embeddings, donc des manières de représenter du texte qui sont meilleures, comme par exemple toutes les techniques à base de machine learning, comme Word2Vec ou FastText. Si vous voulez quelque chose qui soit le top du top en embedding, il faut aller dans cette direction. Gizmo n'est pas meilleur qu'un algorithme de classement du type PageRank. En fait, il est très proche, mais il n'est pas meilleur. Et Gizmo n'est pareil, ne prétend pas être le meilleur système de clustering qui soit. Pour l'instant, généralement, les gens considèrent que Louvain est un petit peu, en ce moment, le type d'algorithme qui est l'état de l'art le plus avancé. Donc, Gizmo, c'est quoi? Bon, évidemment, il y a son acronyme, c'est un système générique de recherche d'informations avec son petit quelque chose en plus. Et concrètement, l'idée derrière Gizmo, c'est de prendre un embedding raisonnable, de prendre un système de classement raisonnable, de prendre un système de clustering, d'organisation raisonnable, et de faire en sorte que ces trois parties travaillent bien ensemble, de les ajuster pour qu'elles soient vraiment parfaitement répondantes les unes par rapport aux besoins des autres. Et donc, à l'arrivée, en faisant ça, ce que vous obtenez, c'est un outil qui n'a pas forcément un usage très, très précis, qui a un multi-usage, on va en donner quelques petits exemples, qui est très modulaire et qui peut vous servir à analyser un ensemble de documents. Quelque chose qui est très important sur Gizmo, une de ses caractéristiques principales, c'est qu'il est basé sur des requêtes. C'est-à-dire, Gizmo n'a pas forcément envie de vous dire quelque chose de particulier quand vous lui donnez un ensemble de documents. Par contre, dès que vous lui donnez une requête,
Gizmo va utiliser cette requête voilà, pour se concentrer sur une partie de votre corpus de documents et pour vous fournir des requêtes adaptées à ça. Autre chose à propos de Gizmo, c'est voilà, Gizmo prétend être relativement rapide et passer relativement bien à l'échelle comparé à d'autres outils qui existent. Et enfin, en dernier, mais pas forcément inutile à préciser, Gizmo est disponible en tant que package Python. Voilà, il est sur PyPy et vous pouvez l'installer avec pip install Gizmo si vous voulez. Donc, quelque chose aussi avant de rentrer dans les détails techniques à propos de Gizmo, le G veut dire générique. Et donc, voilà, c'est pour moi quelque chose qui est assez important. Gizmo ne cherche pas spécifiquement à gérer une situation, un cas d'usage très précis. C'est même pas du tout la philosophie. Voilà, il n'a pas été conçu pour être un résumeur de texte ou pour être un classifieur. Donc, il n'est pas bloqué sur un usage particulier. Il y a une manière de l'utiliser assez basique. On fait une requête, on regarde le classement, on extrait les meilleurs documents, on les structure. Mais c'est très générique et c'est fait pour être le plus modulaire possible et pour pouvoir être adapté aux différentes situations et aux différents usages que l'on va en faire. Donc les usages possibles de Gizmo, là j'en donne quelques exemples. On peut extraire quelques phrases caractéristiques pour répondre à une requête donnée. On peut fournir un classement de type PageRank à la Google, sauf que le classement va automatiquement enlever les réponses qui sont trop ressemblantes entre elles. On peut, ça je sais qu'il y a des gens qui veulent, quand ils font de la recherche dans des documents, faire ce qu'ils appellent une expansion de requête, c'est-à-dire trouver des mots-clés associés à une requête donnée et donc faire une requête étendue avec ces nouveaux mots-clés. Donc Gizmo fait ça très facilement. Et on peut faire des exemples plus complexes, j'en donnerai un à la fin de l'exposé. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer sous le capot comment ça fonctionne Gizmo. Alors, ce qui est important de comprendre dans Gizmo, c'est qu'il y a toujours 3 composantes principales. Il y a l'embedding, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais voilà, donc l'embedding, c'est la manière de représenter des documents. Et donc, chez Gizmo, un document, on dit que c'est fait de mots. Et une des caractéristiques de Gizmo, c'est qu'en fait, l'embedding est dual, c'est-à-dire on fait aussi l'hypothèse inverse, c'est que si un document est défini par ces mots, les mots sont définis par leur document. Donc, ça permet de construire comme ça une relation extrêmement symétrique entre les ensembles des documents et l'ensemble des mots, et de travailler là-dessus. Ensuite, deuxième composante fondamentale, c'est le concept de diffusion d'une requête. Donc là, c'est inspiré des travaux qu'avait fait à une époque, par exemple, Do Young, pour ceux qui s'en souviennent. Et c'est très lié, pareil, aux algorithmes de PageRank. Et l'idée de base, c'est quelque chose qui est important, en fait, est constitué de choses importantes. Donc ça va nous permettre de construire une métrique d'importance, de relevance par rapport à une requête donnée. Et la troisième brique, c'est être capable de construire une hiérarchie, un clustering hiérarchique entre les différents documents ou les différents mots que l'on renvoie. Donc pareil, il y a vraiment une idée intuitive qui est très simple. Les trucs qui sont similaires, on doit les mettre ensemble. Et on fait ça de manière récursive. Et donc comme ça, on va construire une structure pour nos résultats. Voilà. N'oubliez pas, hein, vous pouvez m'interrompre à tout moment, soit par chat, soit en utilisant votre micro, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur ces 3 parties. Donc la première partie, l'embedding, et pour être exact, le double embedding. Donc première constatation, un document, c'est fait de mots. Donc voilà, imaginez, vous avez cette phrase-là, Gizmo arrive dans une petite voiture et il ouvre le skylight, comment ça se dit? La véranda, on va dire, pour faire simple. Ok, cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, les différents mots sont associés à des objets. Voilà, Gizmo, c'est Gizmo, le petit mogwai. On a une voiture, on a baie vitrée. Et juste la simple juxtaposition de ces mots donne une petite idée de ce qui se passe.
Donc, quelque part, c'est l'approche sac de mots, Back of Words. On peut avoir une approximation du sens d'une phrase par les mots qui constituent ça. Et en fait, une des hypothèses qu'on fait dans Gizmo, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous avez un mot et que vous regardez les documents qui contiennent ce mot, ça vous donne une idée du sens de ce mot. De la même manière que quand vous regardez un mot dans un dictionnaire, en fait, ce mot va être illustré par des phrases qui contextualisent ce mot. Et bien là, en fait, il y a la même chose. Vous ne savez pas du tout qu'est-ce que c'est que Gizmo. Et en fait, vous avez des phrases qui contiennent Gizmo, voilà, Gizmo, Sam Ogwai, dont le nom a été donné par Randall. À un moment donné, il reçoit de l'eau. Alors, il y a des cocons desquels éclosent des monstres reptiliens qui torturent Gizmo. Donc, Gizmo arrive et ouvre la véranda. Et Monsieur Wing s'en va avec Gizmo. Donc, toutes ces phrases-là font une petite peinture impressionniste de qu'est-ce que c'est Gizmo exactement. Donc, même si on ne connaît pas du tout Gizmo, à l'aide de ces phrases-là, on peut commencer à s'en faire une petite idée. Et donc, assez naturellement, on a envie de créer un graphe bipartite entre les documents et les mots. Donc ce graphe est un graphe d'inclusion, c'est-à-dire un mot est relié à un document si le mot fait partie du document. Mais quelque part, c'est presque symétrique dans le sens, même si la relation d'inclusion, elle, est totalement asymétrique, du point de vue du graphe, il n'y a pas vraiment de différence entre le côté gauche et le côté droit. Donc ça, c'est un aspect assez important. Et on a notre graphe, et ce qui maintenant compte, c'est de regarder quel poids on met à chaque lien entre un document et un mot. Quels sont les mots importants dans un document et quels sont les documents importants dans un mot. Et donc pour ça, on va faire un petit peu de formalisme. Donc on va supposer qu'on a N documents qui contiennent M mots uniques. Et donc on construit comme ça notre graphe. Et pour mettre des poids, il y a une première approche qui est très classique, qui est l'approche IDF, qui définit en fait quelle est l'importance d'un mot. Donc l'importance d'un mot dans un document, dans l'approche TF-IDF, c'est en fait plus le mot est présent dans le document, plus ce mot est important pour ce document. Et un deuxième facteur, le facteur IDF, qui est ici, log de 1 plus n sur 1 plus d de y. En gros, c'est pas en gros, ça c'est le log de l'inverse, inverse document frequency, de l'inverse de la présence du mot dans les documents. Dit plus concrètement, si un mot est présent dans tous les documents, s'il est partout, en fait, le terme, le ratio va valoir 1, et donc l'IDF va valoir 0. À l'inverse, quand un mot est présent dans un unique document, alors dans ce cas-là, la taille ce que vous avez là va valoir n, enfin n plus 1, et donc vous allez avoir un log de n qui va apparaître. Et donc IDF, c'est quelque chose qui vient de la théorie de l'information, enfin dont une des interprétations vient de la théorie de l'information. Et l'idée derrière, c'est de de se poser la question à quel point est-ce qu'un mot permet de caractériser très précisément ou pas un document dans tous les documents du corpus. Donc en fait, IDF, ça indique à quel point quelle est l'information qu'un mot fournit sur un document précis du corpus. Donc quand vous avez un mot qui identifie de manière unique un document, ce mot sera ultra sélectif pour le document. À l'inverse, si un mot est présent partout, en fait, ce mot ne permet de distinguer aucun document d'un autre, et donc l'information apportée par le mot est nulle. Et donc ça, c'est l'IDF. Et une des idées de Gizmo, c'est de se dire qu'en fait, puisqu'il n'y a aucune raison de privilégier dans le graphe bipartite la partie gauche des documents, de la partie droite les mots, en fait, on pouvait construire une mesure symétrique qu'on appelle ITF pour déterminer quel est le poids d'un document par rapport à un mot donné, et avec exactement la même interprétation. Donc en fait, on prend la formule symétrique en changeant nombre de documents par change nombre de mots, présence dans nombre de documents, enfin nombre de mots du document contre nombre de documents qui contiennent le mot, on fait le changement symétrique complet, et on obtient la même interprétation. C'est-à-dire, si vous avez, pour un mot donné, si vous regardez un document qui contient très peu de mots, donc ce mot va être fort dans ce petit document,
Et en particulier, ce petit document donc, va pouvoir peut-être plus facilement vous aider à comprendre quel est le sens du mot que vous cherchez. À l'inverse, si vous avez un document qui contient tous les mots possibles, en fait, toutes les informations vont être noyées et à partir d'un document qui contient tous les mots, ce ne sera pas forcément très facile de comprendre, d'inférer le sens d'un mot en particulier. Donc voilà, vous avez vraiment cette symétrisation ITF qui permet de dire très grossièrement que les petits documents, en termes de sens de leurs mots individuels, sont plus efficaces que les grands documents qui noient dans beaucoup de mots l'information. Et donc à partir de là, une idée qui est en fait très naturelle, c'est d'avoir comme ça une métrique symétrisée qui indique quelle est l'information disponible par la présence d'un mot fixé dans un document fixé. Donc principalement, on regarde le nombre d'occurrences du mot dans le document et on multiplie ça par l'importance du mot et par l'importance du document. C'est ce qu'on appelle, du coup, on construit ainsi une matrice qui représente notre graphe et qu'on appelle la matrice TF-IDTF. Donc juste, on va prendre un petit exemple, mais avec des vraies valeurs. Voilà, on va prendre donc 5 documents. Donc là, pour commencer, je vais juste compter alors, sur les 4 premiers mots du prédocument Gizmo, is, Mogwai. Voilà, on fait un petit comptage pour savoir quel document contient quel mot. Donc, Gizmo est présent ici et ici. Is est présent un peu partout. Est présent dans toutes les phrases. Et Mogwai est présent dans la première et la dernière phrase. Et donc, en fait, les pondérations TF, IDTF, les voilà. Donc là, ici, c'est les poids IDF. Vous voyez que Gizmo et Mogwai ont un poids IDF raisonnable, parce que c'est des mots assez rares. Is a un poids faible, parce qu'il est présent dans beaucoup de phrases. A un poids nul, parce qu'en fait, il est présent dans toutes les phrases, donc il n'apporte rien. De même, vous avez les valeurs ITF des documents. Et donc là, vous voyez que cette grande phrase, parce qu'elle est grande, en fait, apporte peu d'informations sur les mots, donc elle a un poids ITF faible. Et par contre, les petites phrases ont un poids ITF plus grand. Et c'est ainsi que vous construisez votre matrice TF-IDTF. Alors, cette matrice, en fait, qu'est-ce qu'on va en faire? On va rarement l'utiliser telle qu'elle. Elle va nous permettre de définir des transitions des mots vers les documents et des documents vers les mots. Donc, en particulier, chaque document, en fait, on va le représenter par un vecteur qui est sa ligne dans la matrice TF-IDTF, et on va normaliser ça. Et chaque mot, on va le représenter par un vecteur qui est sa colonne dans la matrice TF-IDTF. Dit autrement, chaque document est représenté par un vecteur normalisé dans l'espace des mots. Chaque mot est représenté par un vecteur normalisé dans l'espace des documents. Alors, ça, qu'est-ce qui est vraiment... pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, on fait ça parce que déjà, ces vecteurs-là, on va pouvoir les interpréter comme des transitions, comme des distributions de transitions d'un document vers un mot, vers les mots, et des mots vers les documents. Donc on va pouvoir faire comme ça de la diffusion. Et ça fournit une structure spatiale, un espace vectoriel pour traiter les mots et les documents. Encore une fois, un espace de mots pour analyser les documents et un espace de documents pour analyser les mots. Donc, là maintenant, j'ai terminé avec la partie embedding et je vais attaquer la partie de classement, de savoir quel document ou quel mot on doit renvoyer pour une requête donnée. Avec cet exemple, voilà, donc ceux qui connaissent un petit peu la presse le connaissent bien. Vous avez ces 5 documents, voilà, que je vous laisse lire. Vous rentrez la requête Gizmo avec un Z. Voilà, encore une fois, Gizmo avec un S, c'est le logiciel, et Gizmo avec un Z, c'est le Mogwai du film Gremlins. Donc vous rentrez une requête Gizmo. Vous voulez que cette requête vous renvoie des documents. Alors, Fabien, oui. Fabien, Oui. On t'a invité à poser des questions, j'en ai une. Oui. Je ne comprends pas pourquoi cette discrimination des longs textes. Si j'écris une monographie sur les gizmos, le texte sera peut-être long, mais ça sera quelque chose qui sera pertinent. Et donc, je ne suis pas sûr de comprendre les raisons pour lesquelles tu vas
disons, donner moins de poids, d'une certaine manière, à des documents plus longs? Alors, j'ai très bonne remarque et j'ai parlé peut-être un peu trop brièvement de l'aspect TF, Term Frequency, qui est en gros le nombre d'occurrences du mot dans le document. Et en fait, si tu écris un monogramme sur Gizmo, tu vas avoir un TF très très fort dans Gizmo qui est là pour compenser. Dit autrement, tu peux écrire un texte très très long qui ne parle que de Gizmo, mais par contre, tu as intérêt à avoir du Gizmo qui apparaît tout le temps. Si ton Gizmo n'apparaît qu'une fois et que dans tout le reste, il n'apparaît plus jamais, bah en fait, voilà. Donc, le terme TF est là pour vérifier le focus, vraiment l'importance numérique, si tu veux, du mot dans le document. D'accord. Donc voilà, si tu écris un monogramme, tu vas avoir un ITF très faible, mais par contre, tu vas avoir un TF très fort. Et si tu parles vraiment exclusivement de Gizmo, normalement, le TF est censé compenser l'ITF faible. D'accord. Mais certaines fois, tu vas donner des descriptions plus détaillées, des noms plus raffinés ou des choses comme ça. Et le document va quand même porter sur cette notion. Tout à fait. Mais c'est difficile de faire à la fois simple et parfait. Donc voilà, c'était un compromis qu'il a fallu prendre à ce niveau-là. Je pars du principe. Le but principal, c'est de différencier, et c'est ce que je donne dans cet exemple-là, le document très long où le mot que tu recherches apparaît vraiment de manière épisodique. Voilà, par rapport à un document où il y aurait écrit Gizmo 15 fois, évidemment, ce ne serait pas la même chose. D'accord, oui, donc tu veux écarter un dictionnaire de tous les mots ou des choses comme ça et prendre des choses qui sont centrées sur le. D'accord, ok, très bien, merci. Pas de problème. Fabien? Oui. Oui, j'avais une question qui allait dans le même sens. Imagine qu'on écrit une monographie donc sur Gizmo, mais qu'au tout début, on dise Gizmo, on va faire référence à Gizmo en disant c'est le logiciel, et que par la suite, tu ne parles plus de Gizmo, tu parles du logiciel. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour éviter ce genre de risque, de rechercher des synonymes dans le document pour que les méthodes soient plus pertinentes? Donc, il y a dans l'architecture Gizmo moyen de faire des pré-processing pour gérer ce genre de choses. Par défaut, ces préprocesseurs ne sont pas fournis, donc c'est à chacun de les fournir. Mais peut-être que justement, là, le point où je vais venir, voilà, Gizmo fournit quand même une réponse partielle à ta question, je pense. Et cette question, je vais y venir, et justement qui ressemble un petit peu à ça. Hop, hop. Je vais revenir à ce truc-là. Donc, vous avez une requête Gizmo, qu'est-ce que vous devez renvoyer? À l'évidence, vous allez vouloir envoyer en premier Gizmo is a Mogwai parce que c'est une phrase courte qui contient Gizmo. Maintenant, et peut-être en lien avec ta question, Daniel, le deuxième résultat, ce qui apparaît en numéro 2, ça devrait être quoi? Attends, je n'étais pas en train de regarder les images, pardon. La dernière phrase, moi je dis, parce que je suis bon public. Ah, il est bon public. Donc toi, tu voudrais renvoyer la dernière phrase, même si elle ne contient pas du tout le mot Gizmo. Bah oui, j'ai bien vu que c'était un exemple piège. Ah là là. Eh bien, en fait, les deux réponses sont possibles. C'est-à-dire, il y a vraiment deux candidats possibles. Renvoyer cette phrase-là parce qu'elle contient Gizmo et renvoyer cette phrase-là parce qu'elle contient un mot qui a l'air associé à Gizmo. Voilà, de la même manière que, je ne sais plus, logiciel aurait pu être Gizmo dans l'exemple de Daniel, par exemple. Donc là, les deux exemples sont possibles. Et en fait, donc les deux solutions sont possibles. Et ce que je vais vous montrer, c'est Gizmo ne va pas chercher vraiment à vous proposer une ou l'autre, mais vous proposer un paramètre qui va permettre de faire soit la très longue phrase en deuxième retour, soit la phrase plus courte, la dernière phrase, en solution de retour. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des techniques très classiques de diffusion d'importance. En fait, donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est des idées assez vieilles. Hein, ça date au moins des années 50, peut-être même du début du XXe siècle.
Et c'est des idées qui ont été reprises par PageRank, TextRank pour le NLP. Plus récemment, au sein du Lynx, ceux qui s'en rappellent, il y avait la déitération donc de Dewey. Encore plus récemment, il y avait Workscan, je crois. Alors, je ne sais plus qui du côté de chez Thomas faisait Workscan, mais ça nous parle là. Chez nous, à Nokia, on avait Noodle. Donc, les idées de diffusion sont assez classiques. Et dans Gizmo, on va faire ça. C'est en fait, on va faire la diffusion et on va utiliser cette fameuse structure TF-IDTF qui, en gros, essaye voilà, de privilégier comme direction les mots importants et les documents les plus concis, et pour créer un système de classification à la fois sur l'espace des mots et aussi sur l'espace des documents. Donc on a un double classement à l'arrivée avec ce système-là. Formellement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez une requête, la première chose qu'on va faire, c'est une transformation TF-IDF pour transformer cette requête en un vecteur dans l'espace des mots. Et en fait, une fois qu'on a ce vecteur dans l'espace des mots, on va faire une diffusion de ce vecteur. On va diffuser suivant une suite géométrique. En fait, c'est une formule de type PageRank pour ceux qui connaissent. On va diffuser donc sur le graphe pondéré, normalisé, la requête de départ. Et donc ainsi, on va construire un vecteur R qui a un support et sur l'espace des mots et sur l'espace des documents. Et ce vecteur R va être le ranking qui va être une brique de base très importante dans Gizmo. Voilà. Important, comme ça, on a un rang, mais en fait, on a aussi des directions. C'est aussi une idée très importante. C'est comme vous construisez deux vecteurs, ben, ces vecteurs, voilà, c'est un vecteur de document, par exemple. Ben, OK, les documents qui sont les plus importants sont sûrement les plus importants par rapport à la requête. Mais vu comme vecteur, vous avez aussi une direction pour comparer vos mots qui eux aussi sont exprimés dans l'espace de document. Bah, vous pouvez regarder comment ils sont en termes par rapport à votre requête. Donc ça, c'est pas mal. Et notre système est paramétré par un paramètre alpha qui tout simplement quelle est la raison de la suite géométrique utilisée quand on fait la diffusion. Donc c'est un paramètre qui classiquement doit être choisi entre 0 et 1. Google a décidé que pour le web, c'était 0,85. Mais là, on ne fait pas du web, on fait des textes, donc ce n'est pas forcément ça. Mais comment est-ce qu'on choisit ça? Donc, en fait, derrière alpha, il y a un compromis entre l'importance pure par rapport à la requête et l'importance structurelle. Parce qu'en fait, ce vecteur R que vous obtenez, vous pouvez l'interpréter, si vous avez envie, avec la bonne normalisation, comme le résultat d'une marche aléatoire qui part de votre vecteur Z et qui se balade dans votre graphe biparti et sur une durée moyenne qui est 1 sur 1 moins alpha. Donc voilà, c'est l'interprétation possible de votre vecteur R. Et donc alpha, ben, ça va déterminer à quel point vous allez loin dans votre graphe. Et du coup, vous avez compromis à trouver entre à quel point vous voulez avoir quelque chose de central par rapport à la structure du graphe, donc ça j'ai appelé ça importance en anglais, et à quel point vous êtes resté proche de votre requête initiale, c'est ce que j'ai appelé là ici relevance. Donc si votre alpha est petit, en fait ça veut dire que vous n'allez pas trop vous éloigner du vecteur initial Z, de votre requête initiale. Mais par contre, si vous prenez alpha grand, ben vous allez explorer plus en détail le graphe, peut-être quitte à un petit peu oublier quelle était vraiment votre requête initiale. Donc pour l'instant, dans Gizmo, le choix par défaut est de 0,5. Ça a été clairement fait un petit peu au hasard. Il y a des articles de NLP qui recommandent de prendre un truc très faible, 0,1. Google prend 0,85. Empiriquement, moi, j'ai trouvé que pour les premiers tests que j'ai fait, 0,5 n'était pas si mal. Donc, pour l'instant, je suis à 0,5, mais voilà, c'est une valeur qui est facile à ajuster. Donc là, on va faire un petit passage en mode live. Donc, j'espère que je vais bien m'en sortir. Hop, Gizmo. Donc là, c'est juste pour vous montrer Gizmo, comment ça fonctionne. Alors, hop, dans Gizmo, il faut lui donner à manger, en fait, typiquement une liste de documents. Donc là, voilà, j'ai pris l'exemple qu'il y avait dans la présentation, qui est en fait un des exemples joués fournis dans le module Gizmo.
Donc à partir de là, Gizmo en fait, a besoin que la chose soit mise dans un objet qu'on appelle corpus pour pouvoir comprendre comment le traduire en texte. Ça, c'est un petit détail technique. Ensuite, on construit l'embedding dual. Alors, je ne vais pas forcément vous commenter tout ce qui est raconté sur ce transparent, mais globalement, le corpus est utilisé pour construire la matrice TF-IDTF dont je vous ai parlé à l'instant. Pour construire l'objet Gizmo, j'ai juste besoin de lui indiquer quel est le corpus et donc quel est l'embedding. Et à partir de là, on fait un ranking. Donc là, par exemple, j'ai utilisé un ranking Gizmo et avec la valeur par défaut de 0,5, donc Gizmo is a Mogwai est la première réponse. Puis, on a la très longue phrase qui contient Gizmo. Et ensuite, en troisième solution, nous avons le fait que dans le folklore chinois, un Mogwai est un démon. Et donc là, je vais augmenter alpha. Donc, je vais obliger la diffusion à aller plus loin dans le graphe. Et là, de manière magique, avec un alpha donc plus exploratoire, ben en fait, il est décrété que la deuxième phrase la plus importante, c'est que dans le folklore chinois, un Mogwai est un démon, en dépit du fait que cette phrase ne contient pas le mot Gizmo. Parce que voilà, elle est associée à un mot qui est important pour Gizmo, alors que la troisième phrase, même si elle contient Gizmo, est donc un avantage initial au début de la marche aléatoire qui est énorme, ben elle perd cet avantage dans l'exploration du graphe. Je reviens sur ma présentation. Et je vais maintenant vous parler du troisième étage de Gizmo, qui est donc la construction d'un clustering hiérarchique. Donc l'idée de base qui traînait dans l'air quand on a voulu s'occuper de Gizmo, c'était l'idée dendrogramme, qui est un système qui est pas mal utilisé par exemple pour étudier l'évolution des espèces et pour d'autres choses. C'est un sujet sur lequel il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé au Lynx. Et donc le dendrogramme, ben, voilà, typiquement, c'est pour regarder à quel moment dans un arbre d'évolution biologique, une espèce se sépare en deux sous-espèces différentes. Comme ça, on a quelque chose d'évolution. Et c'est une idée qui est vraiment très sympathique, qui a beaucoup de propriétés très intéressantes. Mais un gros défaut, c'est que l'arbre construit dans un dendrogramme est quasiment par définition, je crois que par définition, c'est un arbre binaire. C'est juste ça étudier les séparations. Et en termes de facilité d'utilisation, en fait, ça nous fait une structure qui n'est pas forcément toujours très lisible. Et donc, dans Gizmo, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus souple. Donc, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour créer la structure dans Gizmo? Alors, je ne vais pas vous donner l'algo de clustering exact, non pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il est très, très basique, et ça ne sert à rien de rentrer vraiment dans les détails. L'idée de base, c'est vous allez récupérer en fait les cas meilleurs documents ou les cas meilleurs mots. Vous pouvez travailler sur les documents ou sur les mots. Et vous allez faire un système récursif où vous partez d'une situation où chaque document, par exemple, est son propre cluster. Et donc, vous allez le représenter par son vecteur. Donc, si on dit que c'est des documents, vous allez le représenter par son vecteur dans l'espace des mots. Et à partir de là, vous allez, en regardant les directions des différents vecteurs, donc en fait, on va utiliser ce qu'on appelle la cosine similarity, qui est une mécanique très très simple pour estimer à quel point deux vecteurs sont similaires. Avec ça, on a un petit algorithme pour déterminer quels sont les clusters qui sont suffisamment proches pour être mélangés. Et donc, en fait, une fois qu'on a fait le tour de regarder qui doit être mélangé avec qui, on mélange les différents clusters entre eux. Chaque nouveau métacluster est représenté par la somme des vecteurs représentant les clusters qu'ils constituaient. Donc, on a un nouvel ensemble de clusters et on continue jusqu'à avoir un cluster unique. Donc ça, c'est la technique. Alors après, quels sont les petits ingrédients qui font que Gizmo peut être sympathique? On a une option qu'on appelle la distorsion par requête. En fait, l'idée de base, c'est qu'on ne va pas juste regarder la direction entre les vecteurs par rapport à leur valeur TF, IDTF, mais en fait, on va pondérer ces vecteurs-là par le vecteur issu de la requête même. Dit autrement, quand un mot est important, par exemple, pour la requête, la direction de ce mot va avoir plus de valeur quand on va calculer la similarité.
Et à l'inverse, si un mot ne sert à rien pour la requête donnée, il aura moins de valeur quand on va calculer la similarité. Donc comme ça, on va changer la tête et la manière de créer un clustering en fonction de la requête. Et un autre ingrédient sympathique dans Gizmo, c'est le concept de résolution. En gros, on a un paramètre pour contrôler à quel point l'arbre qu'on obtient à la fin est plutôt binaire ou plutôt étoile. Et donc, il y a un petit paramètre. Quand on le met à 0, on a une étoile avec un seul niveau de hiérarchie. Et quand on le met à 1, enfin proche de 1 pour être exact, on a un arbre binaire, un dendrogramme. Voilà. Donc, je vais rester sur notre exemple et retourner sur la version notebook. Alors, c'est une petite info intéressante. Dans Gizmo, en fait, la manière dont vous affichez, la manière dont vous traitez un cluster ou un ensemble d'une liste de résultats, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. C'est-à-dire, Gizmo fournit 2-3 petites briques très simples pour avoir un affichage facile à voir des résultats, mais vous pouvez créer le vôtre et l'intégrer à Gizmo de manière assez transparente. Donc là, je vais utiliser un système d'affichage qui juste va faire un petit print un peu en mode ASCII des résultats, mais tout à l'heure je vous montre un exemple où vous verrez qu'on peut faire des choses beaucoup plus sympathiques. Et donc là je vais vous parler de la résolution par exemple. Donc je vais prendre les résultats de ma requête et les représenter avec une résolution très basse. Donc quand vous avez une résolution très basse, en fait, vous avez un seul cluster. Là, ce truc-là avec F en fait désigne un cluster qui est formé de 5 fils, qui sont les 5 phrases. Et pour chaque phrase, je donne son rang, c'est-à-dire sa relevance, pardon, quelle est la valeur issue de la diffusion par rapport à la requête, et sa similarité par rapport au vecteur de la requête. Voilà. Similarité et relevance sont deux paramètres un peu différents qui peuvent alors qui n'évoluent pas forcément dans le même sens. Il y a une petite signification un petit peu différente qui peut un peu difficile à expliquer, mais c'est important d'avoir les deux. C'est vraiment deux dimensions différentes de proximité par rapport à la requête. Donc maintenant, je vais vous faire une résolution haute. Donc je suis presque à 1. Et là, en fait, vous construisez un arbre binaire. C'est-à-dire, vous avez un cluster assez compact qui contient Gizmo et un Mogwai, et un Mogwai, c'est un démon dans le folklore chinois. En remontant un petit peu, ce cluster-là est fusionné avec la très longue phrase qui contient Gizmo. À côté, il y a un petit cluster constitué des deux phrases qui parlent de Blade et des Shadok. Et tous ces clusters donc là, sont réunis pour former un macro-cluster qui est le cluster global. Donc là, vous avez vraiment une structure binaire parfaite. Et si vous prenez une résolution intermédiaire, bah là, par exemple, une résolution intermédiaire va vous dire de faire deux clusters. Un cluster qui parle de Gizmo et de Mogwai, et un cluster qui n'en parle pas. Tout simplement. Et c'est à ce moment-là, normalement, que je vais vous parler de l'importance de la distorsion par requête. Donc c'est quelque chose qu'on peut désactiver, parce qu'il y a certaines situations, je ne vais pas vous les expliquer, enfin si je veux les expliquer. Si vous avez des textes très courts, encore plus courts que ce que vous avez vu là, parfois la distorsion de requête peut créer des résultats qui sont mauvais, tout simplement. Donc sur des phrases trop courtes, avec un nombre de mots vraiment très rares, la distorsion peut être mauvaise, donc là il vaut mieux la désactiver. Mais honnêtement, là même cet exemple-là est suffisant. Et donc là, j'ai désactivé la distorsion de requête, donc il n'y a plus de pondération par rapport à la requête du clustering. Et on voit que là, en fait, on a un clustering où la phrase qui parle de Gizmo a été rattachée aux deux phrases qui parlent de Blade et Shadok, parce que en fait, je pense que c'est le mot sentence qui a créé ce rattachement. Parce que voilà, on n'a pas pondéré, en particulier sentence et Mogwai, voilà, n'ont pas forcément, enfin, ont leur importance par défaut, alors que au coup d'avant, en fait, Mogwai avait un poids beaucoup plus fort que sentence parce qu'il était très proche de la requête, et donc voilà. Donc là, cet exemple-là vous permet de montrer à quoi peut servir la distorsion de requête et à quel point ça peut être utile, parce qu'effectivement cette phrase-là, on voudrait bien qu'elle soit là. Reviens sur ma présentation, je pense que j'ai quasiment fini. En fait, là, je vous ai décrit tous les composants principaux. Donc maintenant, on va un petit peu parler de Gizmo en tant que module Python. Donc le code est disponible sur GitHub, la documentation est sur RedVodocs.
Donc, normalement, pip install Gizmo, c'est la bonne manière de l'installer. Le code est couvert par des tests unitaires à hauteur de 99,86%. Et actuellement, Gizmo est en version 0.3. Je vais vous parler un petit peu des performances. Donc, quand vous faites du Gizmo, vous avez deux étapes principales. La première où vous préparez en fait votre corpus, votre embedding. Donc, c'est ce que j'appelle le temps offline. Donc là, c'est là où vous allez utiliser, en l'occurrence, Gizmo utilise le scikit-learn pour regarder quels sont les mots contenus dans les différents documents. Il calcule les poids IDTF. Enfin, pour être honnête, c'est le comptage des mots qui prend l'essentiel du temps dans cette phase-là. Et l'essentiel du temps, ça veut dire quoi? Pour un corpus de type Wikipédia, c'est-à-dire 450 000 documents avec 2 millions de mots, ou de bigrammes en l'occurrence, on peut rajouter des bigrammes si on veut, et 160 millions d'arêtes. Alors j'avais dit quelques minutes, je crois que de mémoire c'est un quart d'heure à 20 minutes pour ingérer ça. Pour des corpus raisonnablement larges, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de documents, vous allez vous en tirer avec de quelques secondes à 2-3 minutes si le corpus est très très large. Et si vous avez des corpus très très petits, vous êtes quasiment en temps réel. Honnêtement, en dessous de 1000 documents, c'est très rapide. Et après, l'usage Gizmo, surtout quand vous voulez vous servir de manière interactive, en fait, c'est quand vous faites des requêtes et que vous regardez un petit peu les résultats. Donc là, dans cette phase-là, il faut être capable de projeter une requête dans l'espace démo, de faire la diffusion, d'extraire les meilleurs documents et les meilleurs mots associés à ça, et de faire le regroupement en différents clusters de vos résultats et d'afficher les résultats. Et donc ça, en fait, Gizmo s'en sort, j'espère vous en convaincre, de manière assez raisonnable, en particulier la diffusion qui est l'algorithme peut-être qui est censé être le plus bottleneck la plupart du temps, est faite avec l'algorithme, une variante de l'algorithme d'itération de Doi qui marche pas mal. Et pour l'implémentation, alors on ne fait pas du Cython, je sais qu'il y en a qui voudraient faire du Cython, mais c'est fait en Emba, ce qui garantit quand même une vitesse d'exécution qui est comparable à celle du C. C'est un peu plus lent que le C, mais c'est une vitesse comparable. Et donc pour terminer cet exposé, je vais vous présenter l'explorateur. Donc l'explorateur, c'est un petit prototype qui vient des Bell Labs. En fait, au Bell Labs, on a des chercheurs qui travaillent sur différents domaines de recherche. Et il y avait cette idée d'essayer de créer un outil pour arriver à naviguer à la fois sur les chercheurs et les sujets, en gros, pour trouver qui fait quoi. Et donc, Explorer est un prototype là-dessus. Donc, la version que je vais vous montrer est basée sur un dump de la base de données DBLP, donc, qui utilise une base de 5 millions d'articles. Alors, par contre, seuls les titres sont utilisés, c'est-à-dire c'est vraiment les titres à partir desquels sont construits l'embedding. Donc il y a 5 millions d'articles pour à peu près 2,5 millions auteurs. Et là-dessus, en fait, il y a une liste de chercheurs des Bell Labs, en l'occurrence les 100 chercheurs qui travaillent dans l'algorithmie. Et j'ai pris aussi une liste de domaines, en l'occurrence, j'ai pris une liste de domaines issus de la classification ACM. Donc, une question. Oui. Une question. Donc, les phrases, c'est les titres des articles, c'est ça que tu veux dire? Les documents, c'est les titres des articles, tout à fait. Les documents, c'est les titres des articles. Et les mots, alors, c'est quoi les mots et c'est quoi quel est le rôle des auteurs? Alors, je voulais éviter de rentrer dans les détails. Oui, tu veux illustrer, mais... En fait, Explorer utilise ce qu'on appelle un X-Gizmo, enfin un cross-Gizmo. En fait, quand tu as un article, tu peux faire l'embedding sur les mots. Et donc, tu as une matrice de transition entre les articles et les mots. Et les mots du titre, en l'occurrence. Oui. Et tu peux aussi faire un embedding sur les auteurs. Et donc, dire que les mots d'un article, c'est les auteurs. Donc, tu construis ainsi un embedding entre les articles et les auteurs. Et en fait, le cross-gizmo, ça consiste à prendre deux embeddings et à en faire un gizmo. C'est-à-dire qu'à partir de l'embedding document mot et de l'embedding document auteur, tu crées un embedding qui relie les auteurs et les mots. Comme c'est des matrices stochastiques en fait que tu gères, tu as juste à connecter les matrices stochastiques entre elles. Et donc là, en fait, pour l'Explorer, ce qui est construit,
c'est quelque chose dont les documents, en fait, sont les auteurs, et le contenu des documents, le contenu des auteurs, c'est les mots qu'ils utilisent dans leurs articles. Ok, merci. Voilà. Donc ça, c'est le graphe de base. Et là-dessus, en fait, on utilise les chercheurs qu'on veut étudier et une liste de domaines ACM, donc pour lesquels, en fait, on a calculé les représentants vectoriels dans l'espace des auteurs et dans l'espace des mots. Et donc voilà, ça, c'est vraiment la base de données qui est utilisée. Donc je vais essayer de vous montrer l'Explorer sans trop me planter. Tac. Donc voilà l'Explorer. Alors l'Explorer peut fonctionner soit par mots-clés, soit par personne. Alors tiens, qui on va embêter? Je sais qu'il y a François Durand par exemple. Je ne vais pas me mettre moi non plus. Tac. On met un François Durand. On espère qu'il n'y a pas de... Non, je ne vais pas me planter. Est-ce que je n'aurais pas un effet Bonaldi, moi? Non, mais c'est l'exemple qui est mauvais. Hein. Bon, voilà. Donc, du coup, j'ai rentré un mot-clé qui est IBGP. Et donc, je vois, en fait, représenté sous forme de cluster, un ensemble de thèmes. Donc, ça, en fait, c'est des sujets, enfin, c'est des domaines de recherche selon la classification ACM, avec des chercheurs associés et des mots-clés associés. Donc, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec Gizmo. Alors là, l'interface est faite pour qu'on puisse développer à loisir dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, voilà, network topologie, je peux zoomer. Et en fait, dedans, il y a type de network topologie et anomalie de détection. Voilà. Je peux collapser. Ces trois trucs-là, ces trois domaines-là, je peux les collapser pour un seul domaine que j'appellerai network technologie, à ne pas confondre avec network algorithme. Donc, on peut comme ça développer la software, système modèle, software, système structure. En fait, tout ça, hop, c'est le software système modèle. Et ce qui est important aussi, donc, si le prototype s'appelle Explorer, Explore, bref, c'est qu'en fait, tout ce que vous voyez en gras est cliquable. Donc, vous pouvez, par exemple, regarder qu'est-ce que fait Marc-Olivier. Tac. Et vous voyez qu'il travaille sur les networks, sur Network Asset Control, Game Theory, Game Mechanisms. Voilà, vous avez des sujets qui apparaissent. Vous pouvez cliquer sur des mots, par exemple. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je fais de la game théorie, moi. Alors, à quel endroit tu l'as? Montre-moi le cluster. En bas. Alors, je pense que tu fais de la game theory. Regarde les mots-clés associés, IBGP, Optimal Routing. Je sais qu'il y a plein de papiers qui modélisent à l'aide de la théorie des jeux la convergence de BGP. Est-ce que ça ne peut pas être ça? Peut-être, mais moi, j'en fais pas en tout cas. Tu n'en fais pas, mais tu fais de l'IBGP et le mécanisme design, je pense que c'est un des thèmes pour lesquels l'IBGP s'applique. Je pense que les mots-clés m'indiquent que c'est pour ça que tu es arrivé là-dedans. En fait. Ok. Voilà. Si par exemple je veux faire la data ingestion, à qui j'aurai intérêt à en discuter? Pat Nicholson. Le commentaire que tu viens de faire, c'est comme la phrase de tout à l'heure, mais induite, où tu disais que dans la tradition chinoise, Gizmo était un démon. Démon. Un mogwai est un démon. Un mogwai est un démon. Et donc, c'est d'une certaine manière la connexion entre les deux, c'est ça qui apparaît pour répondre à la question de Marco, c'est ça? Je pense. Alors, que ça soit clair, généralement, il faut arriver... Parfois, il faut connaître le domaine. Là, par exemple, j'ai répondu à Marco parce que je savais que pour expliquer pourquoi BGP ou IBGP fonctionne, il y a des gens qui disent parce que c'est en fait un jeu entre les différents AS et ce jeu marche parce qu'il vérifie cette propriété. Voilà. Je sais que ce genre de choses existe et donc c'est pour ça que j'en déduis que c'est ça. C'est-à-dire en regardant à cause de quel mot-clé un système a été classifié, j'essaie de comprendre pourquoi. Et effectivement, ces mots n'ont pas forcément un lien avec la requête de départ. Tout à l'heure, je parlais d'expansion de requête. En fait, dès que vous rentrez quelque chose, par exemple, P2P Networks, en espérant que ça fonctionne. Voilà. Mécaniquement, on voit que l'objet se remplit avec des mots-clés comme Overlay Networks, Unstructured, le système, BitTorrent, TCP, le système de Gizmo avec cette diffusion à la fois sur les mots et les documents, en fait, étend la requête initiale par, pas forcément des synonymes, mais par des mots qui sont associés. Ok, donc c'est vraiment le même phénomène que celui de tout à l'heure. Ok, merci.
Voilà, c'est pour vous montrer que ça vous fait vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez naviguer. Donc moi, je fais quoi déjà? Je ne sais plus. Tac. Voilà, théorie des jeux, mécanisme design, avec le pair à pair, c'est pas mal. Théorie de la computation. Ah oui, ça c'est les travaux que j'ai fait avec Laurent, ça. Ça, c'est les travaux que j'ai fait avec Céline et Thomas, je pense, qui apparaissent là, même s'il y a un peu de pair à pair. Ça, c'est ma partie pair à pair. Donc voilà, globalement, alors, je prétends pas que cet outil soit une perfection absolue, mais vous pouvez voir qu'il est assez rapide. Là, ce que vous voyez, ça tourne en local sur mon PC qui est en mode économie d'énergie parce que je suis sur batterie. Et voilà, quoi. Le truc tourne bien, tourne vite. Que cette présentation touche maintenant à sa fin. Ce que je voulais vous faire retenir de Gizmo, c'est que voilà, c'est une manière de proposer une nouvelle façon d'explorer le document, un peu plus peut-être dynamique, un peu plus original. C'est rapide et l'analyse, encore une fois, je ne prétends pas qu'elle est parfaite, mais on arrive à lui donner un sens. J'espère que c'est pas juste l'humain qui donne un sens au résultat de la machine, j'espère que la machine donne un certain sens de base. Et surtout, ce qui est important, c'est le G, c'est générique. Là, vous avez vu qu'avec l'exemple d'Explorer, on peut faire quelque chose de très, très évolué, basé uniquement sur les principes de départ de Gizmo. D'ailleurs, ce que vous avez vu, en fait, l'Explorer est pour l'instant fait en Gizmo 0.3, mais il y a beaucoup de codes que je pense qui peuvent être intégrés directement dans Gizmo. Donc, la version Gizmo 0.4 devrait permettre de très facilement créer des systèmes du type de l'Explorer. En particulier, j'espère qu'on pourra intégrer ça sur le site du Lynx. Ça pourrait être sympathique d'avoir les chercheurs du Lynx, leurs thématiques facilement navigables. Je suis toujours à la recherche de gens qui ont envie de regarder si Gizmo peut servir à tel ou tel cas, parce que justement, je veux vérifier s'il arrive à être générique. Et voilà, donc on peut continuer à discuter si vous voulez. La présentation en elle-même est terminée. Merci. Bien. Oui. Justement, j'ai un cas à te proposer. Dis-moi. Ça va prendre, c'est un peu long, ça va prendre 2 minutes, mais je pense que ça peut être intéressant. Mmh. Et tu sais qu'on a monté il y a quelques années un labo de recherche et innovation en Amérique latine. Et on travaille avec divers acteurs, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire et avec divers pays de la région, notamment l'Uruguay. Un des partenaires de ce labo, c'est l'Institut national uruguayen de recherche en agriculture, agriculture et élevage. D'accord, c'est l'INRA d'Uruguay, c'est ça? Exactement. Ça s'appelle INRIA d'ailleurs. Et j'ai oublié même comment. Bon, peu importe. Instituto Nacional de Investigación Agrícola. INIA. C'est comme INRIA, mais sans le R. INIA. Et donc, l'histoire est la suivante. Dans les pays d'Amérique du Sud, il y a énormément de petits et moyens producteurs. Il y en a également les grands groupes internationaux, mais il y a également beaucoup de petits et moyens producteurs qui ont souvent des questions sur comment améliorer leur productivité ou comment faire face à une maladie des plantes, etc., etc. Je parle bien sûr des sujets que je ne connais rien, donc je répète un peu comme un perroquet. Mais voilà le problème. Et donc, cet organisme-là, qui est un organisme de recherche très grand, et a des tonnes d'articles scientifiques, de logiciels, des tas de choses. Mais c'est impossible, à travers tout ce volume d'informations, de répondre à toute l'immensité des requêtes qui peuvent arriver de ces petits et moyens producteurs. Et donc, dans le centre dont je te parle, dans le centre de recherche et innovation, on a obtenu un financement de la Banque interaméricaine du développement pour un projet qui, ce qu'il fait, c'est à peu près ce que tu fais. Il reçoit des requêtes en langage naturel et il utilise toute une artillerie de NLP pour produire des réponses. Et les réponses, pour l'instant, sont traitées préalablement par un chercheur avant de l'envoyer à celui qui a émis la requête. L'objectif à terme, c'est d'automatiser complètement. Pour l'instant, la seule chose qui fonctionne, parce que c'est un projet qui a 8 mois à peu près, c'est un prototype qui commence à donner des bons résultats. Et donc, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu considères que c'est un cas de figure intéressant, sachant que tu as derrière une base de données absolument gigantesque et des questions déjà pour un certain nombre prédéfinies?
Est-ce que c'est un bon cas de figure? Et si oui, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer en contact avec des équipes pour comparer les performances de ce que tu as fait avec ce qu'eux, ils ont fait? Oh, bah, a priori, oui, il n'y a pas de problème. Donc, juste au niveau des disclaimers, un truc qui est hors Gizmo, c'est l'interprétation grammaticale de la question. Voilà, Gizmo, ce qu'il va faire, c'est vraiment une recherche basée sur mots-clés, comme les recherches qu'on faisait il y a 20 ans quand on utilisait un moteur de recherche. Gizmo n'est pas capable de donner un sens aux questions que tu lui poses. Donc la partie conversion question en langage naturel vers quelle requête doit être faite, cette partie-là, Gizmo ne peut pas la faire. Et de la même manière, en fait, Gizmo, le Gizmo tel qu'il est construit, ne peut faire pas grand-chose d'autre que de renvoyer des documents ou des parties de documents et des mots. Il peut éventuellement fournir des catégories, des classifications, mais Gizmo n'est pas conçu pour fournir une réponse articulée à une question. Ça, c'est en dehors du champ de fonctionnement. Mais par contre, voilà, si tu as des gens qui sont prêts à rentrer une requête Gizmo, à regarder les résultats de Gizmo et construire une réponse à partir de là, sur cette partie centrale-là, Gizmo est tout à fait adapté effectivement à ça. D'ailleurs, oui, je pense que je peux le dire. À Nokia, Gizmo est un peu utilisé dans ce système-là, dans cette approche-là, c'est-à-dire pour donner un ensemble de documents de base à analyser par des experts qui fournissent la réponse finale. D'accord. Écoute, je te mets en contact avec eux, tu verras si ça t'intéresse ou pas, et ils te donneront plus de détails. OK. Une question complémentaire, Fabien, c'était encore 2 minutes? Oui, oui, oui. OK. Je vois pas l'heure. Ce qui apparaît dans ce que tu as donné comme réponse à la question des auteurs et des phrases qui étaient les titres, c'est qu'en fait, tu peux avoir un graphe biparti mot phrase. Je vois la autre... question. Pardon? Vas-y, mais je vois où tu veux en venir. Oui, bon. Un autre graphe biparti phrase auteur. Donc, tu vas pouvoir étendre cet objet-là de manière très diverse. Et ce que je ne comprends pas encore, c'est quel est l'objet général que tu construis. Tu pourrais compléter ça de quelle manière et tu pourrais poser quel type de requête. Je ne sais pas si tu rajoutais sur les articles, tu pourrais rajouter je sais pas, des données sur la bibliographie, sur les journaux, sur jusqu'où ça peut aller comme complément par rapport à PageRank qui va juste faire un parcours disons d'un graphe avec d'un graphe indifférencié, on va dire. Là, tu crées des graphes bipartis, multipartis que tu peux étendre. Et qu'est-ce que tu vas couvrir potentiellement? Ma question est un peu vague, mais je pense que tu dois là. Donc en fait, alors il y a déjà 2 aspects, j'aimerais les séparer. C'est qu'est-ce que tu renvoies à l'utilisateur et qu'est-ce que tu utilises en interne. Donc pour l'instant, très honnêtement, pour ce que on renvoie à l'utilisateur, je trouve que les systèmes de clusters qu'on peut éventuellement développer ou regrouper, je trouve que c'est assez agréable et qu'en faire plus, déjà le truc est assez dense et en faire plus risquerait d'être problématique. Donc je suis pas très chaud pour aller beaucoup plus loin dans l'aspect qu'est-ce qu'on renvoie à l'utilisateur. Pour ce qui est en dessous, alors pareil, je vais devoir me séparer en 2 choses. Il y a l'aspect uniquement qu'est-ce qui se passe si on se met à considérer plusieurs embeddings, comme je l'ai fait pour l'Explorer avec les auteurs, ou si on se met à considérer, un document, c'est fait de paragraphes qui sont faits de phrases. Donc, tous ces objets-là, en fait, vont complexifier la structure de graphe sous-jacente, c'est-à-dire que tu vas passer d'un bipartite tranquille, où c'est relativement simple de voir où tu vas à où tu vas, à un graphe n-partite, mais vraiment totalement arbitraire. Et ça pose plein de problèmes, tout simplement, par exemple, quand tu fais la diffusion
comment est-ce que tu diffuses, dans quel ordre, dans quelle proportion est-ce que tu décides de diffuser. Donc tout ça nécessite en fait de rajouter plein de nouveaux paramètres qui ne sont pas forcément faciles à gérer de manière simple pour l'utilisateur. Donc ça peut devenir assez problématique. Enfin, truc très bête, c'est tu as un graphe tripartite entre les documents, les articles, entre les documents, donc les articles, les mots et les auteurs. Quand tu diffuses à partir des auteurs, tu diffuses dans quel sens, dans quel ordre, avec quelle priorité? Est-ce que tu fais une pondération globale? Est-ce que tu fais une pondération relative à chaque nœud? Donc, tu as plein de questions qui se posent là-dessus. Et ça, c'est juste quand tu restes dans un système où tu considères que les embeddings. Si derrière, tu rajoutes une structure de graphe préexistante, comme celle qui est proposée par Google, par exemple, bah, ça veut dire que tu as une autre couche qui est un graphe surimposé, mais avec un autre type d'arête, et pour lesquels, à nouveau, tu dois déterminer à quel point, quelle pondération tu mets entre les poids des arêtes graphes et les poids des arêtes d'embedding. Et donc, encore une fois, il y a une solution très simple qui est de mettre des paramètres de partout. Et donc, comme ça, tu auras un système avec 40 000 paramètres qui permettra de faire à peu près tous les cas de figure. Mais ça serait bien d'avoir quelque chose d'un peu plus élégant. Et c'est vrai que pour l'instant, j'en suis à une phase où je préfère me concentrer sur un graphe bipartite, quitte à créer, comme je l'ai fait avec les auteurs et les mots, artificiellement un graphe bipartite en virant en fait les titres des articles et en gardant que les auteurs et les mots. Mais l'avantage, c'est que ça permet vraiment de se faire les dents en fait sur une structure simple qui est le graphe bipartite. Mais je suis d'accord que dans l'absolu, il faudrait d'une part pouvoir avoir une généralisation qui tienne la route sur un multigraphe, et y compris un multigraphe qui contienne des arêtes externes. D'accord, donc la difficulté, une des difficultés techniques, c'est de paramétrer une diffusion sur quelque chose qui serait un multigraphe, c'est ça? C'est ça, parce qu'à un moment donné, tu as des torchons, des serviettes, des bananes et des oranges, et il faut décider du cours de la banane en serviette, et c'est compliqué. D'accord. Mais a priori, tu ne fais que de rajouter de l'information, et donc ce rajout d'information, si tu sais le gérer de manière paramétrique intelligente, ne peut que te rapporter quelque chose.